Si effectivement les conditions du plan Trump sont respectées, à savoir une libération de tous les otages, vivants et malheureusement ceux qui ne le sont plus, sans qu'Israël se retire pour l'instant de la bande de Gaza et qu'il y ait ensuite une négociation sur le futur de ce territoire, alors ce serait un acquis effectivement très important dans lequel Israël aurait effectivement réalisé l'un de ses 3 buts de guerre. Nous avons retrouvé Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin, en ce début de semaine déjà très mouvementé, qui nous promet une semaine, on va dire, plein de surprises et on l'espère de bonnes surprises. Je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui est en train de se passer. Vous avez l'impression qu'on avance en terrain sûr ou qu'on est entouré de sable mouvant dans ces pourparlers, négociations, pressions entre Israël, le Qatar, les États-Unis, le Hamas et d'autres? La chose la plus importante à ce stade, c'est véritablement que les otages puissent être libérés dans le cadre du plan Trump dans les prochains jours, sans que cela exige un retrait israélien de la bande de Gaza. Je vous rappelle que jusqu'à présent, la condition du Hamas pour libérer non pas tous les otages, mais une partie des otages, était un retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Si effectivement les conditions du plan Trump sont respectées, à savoir une libération de tous les otages, vivants et malheureusement ceux qui ne le sont plus, sans qu'Israël se retire pour l'instant de la bande de Gaza et qu'il y ait ensuite une négociation sur le futur de ce territoire, alors ce serait un acquis effectivement très important dans lequel Israël aurait effectivement finalement réalisé l'un de ses buts, de ses 3 buts de guerre. Alors, pour l'instant, on va dire ceux qui critiquent les démarches actuelles, y compris les démarches de Benjamin Netanyahou, disent Israël a accepté de cesser le feu de manière unilatérale, sans aucune contrepartie, à la demande de Donald Trump. Israël a accepté de se retirer, selon l'annonce de Donald Trump de la nuit dernière, il a accepté de se retirer le long de la ligne jaune, on va appeler ça la ligne jaune, c'est-à-dire environ moins entre 10 et 15% de la superficie de la bande de Gaza qu'il avait conquis sans avoir obtenu le moindre otage. C'est-à-dire, on a l'impression qu'Israël, comme c'est souvent le cas dans les négociations avec les Palestiniens, fait des gestes concrets sur le terrain et pour l'instant on attend une réponse du Hamas encore une fois. Il y a eu déjà l'annonce du Hamas pendant le Shabbat, selon laquelle il acceptait de libérer les otages moyennant ensuite des négociations. Encore une fois, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Est-ce que oui ou non les otages seront libérés dans les prochains jours, comme le Premier ministre s'y est engagé hier soir lorsqu'il s'est adressé au pays par voie d'une conférence de presse, ou plutôt d'une annonce du bureau du Premier ministre. C'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Ensuite, évidemment, une fois que l'étape de la libération des otages sera franchie, en espérant qu'elle le sera, pour que ce calvaire, ce cauchemar, non seulement pour les otages, mais également pour leurs familles, se termine, encore une fois, la difficulté commencera sur le futur de la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'Israël s'était fixé comme 3 buts de guerre: la libération de tous les otages, la défaite du Hamas et le fait que Gaza ne puisse plus constituer une menace pour Israël. Et donc le troisième volet devra être négocié. Qui gérera la bande de Gaza, dans quelles conditions, quelle sera l'influence du Qatar et de la Turquie. Mais encore une fois, ce sera de tout cela, toutes ces questions se poseront, il faut l'espérer, dans l'après-libération des otages. Est-ce que vous avez une explication concrète, rationnelle à l'opposition, au changement, on va dire, d'approche du Hamas, qui a toujours refusé des plans, et bien entendu en particulier des plans d'accord global qui l'obligerait à libérer tous les otages, et le positionnement actuel aujourd'hui, on voit le Hamas, à la surprise générale, je dirais, accepter le principe d'une libération de tous les otages, avant même que le reste de son avenir, enfin l'avenir de son statut politique sur le terrain, soit déterminé. Comment vous expliquez cela ? J'explique cela par l'alternative. À savoir, l'alternative, c'était la conquête de la ville de Gaza et l'élimination totale du Hamas. Et je vous rappelle que
le président Trump, la semaine dernière, avait bien dit que si le Hamas refuse l'offre, eh bien, Israël a carte blanche pour terminer le boulot. Donc le Hamas savait que l'alternative à l'acceptation du plan Trump, dont la libération de tous les otages, c'était son oblitération avec une opération militaire d'envergure dans la ville de Gaza. Par ailleurs, en plus de cela, bien que malheureusement l'opération ciblée d'Israël au Qatar n'ait pas atteint ses objectifs en termes d'élimination du leadership du Hamas, mais le fait même qu'il y ait eu une opération militaire israélienne à Doha a quand même aussi envoyé un message très clair au Hamas, à savoir que son leadership à l'étranger n'a plus d'immunité. Et donc je pense que ces deux éléments ont poussé le Hamas à changer sa position. Il y en a d'autres, à votre avis? Est-ce que, par exemple, Donald Trump aurait pu promettre au Qatar, à la Turquie, par exemple, à l'Égypte, on va dire, faire des promesses alléchantes pour les forcer à faire pression sur le Hamas pour qu'ils disent oui, même oui, mais? C'est sans doute le cas. Je pense que le président Trump ne cache pas du tout qu'il a des relations privilégiées particulières avec le président turc, le président Erdogan, et qu'il considère le Qatar comme un allié. Alors que le Qatar, oui, certes, est l'hôte de la base américaine la plus importante au Proche-Orient, mais ça n'est pas exactement un allié. C'est-à-dire que c'est un pays qui agit contre les intérêts américains et occidentaux dans le monde. Donc oui, je pense que le Qatar a un pouvoir d'influence énorme sur le Hamas et que l'une des contreparties que le Qatar a obtenues, c'est pas seulement ces excuses présentées par Netanyahou à l'émir du Qatar la semaine dernière, mais c'est également le fait que eh bien, les États-Unis se sont engagés à ce qu'il n'y ait plus d'opérations israéliennes contre le Qatar, et également de promettre au Qatar un rôle futur dans la bande de Gaza. Tout cela est extrêmement problématique évidemment pour Israël, mais c'est semble-t-il malheureusement le prix à payer pour la libération des otages. Il y a un prix à payer. Vous êtes de ceux qui disent que Netanyahou est actuellement manipulé par Donald Trump, qu'il est une sorte de marionnette qui agit selon les ordres de Donald Trump, ou alors tout est coordonné jusqu'au dernier détail par les deux leaders, par Donald Trump et par Benjamin Netanyahou? Non, je pense qu'il n'est pas raisonnable et il est exagéré de parler de marionnettes. C'est sûr que le président américain a un moyen de pression énorme sur Israël à ce stade. Il y a une dépendance militaire, il y a également une dépendance diplomatique, vu l'état de la position internationale d'Israël. Aujourd'hui, les États-Unis sont quasiment le seul pays qui continue véritablement de défendre Israël, avec entre autres leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il y a une véritable coordination entre le gouvernement israélien et l'administration Trump. Le rôle très important de Ron Dermer, par exemple. Les choses sont coordonnées. Le plan n'a pas été imposé à Israël, même si, évidemment, il y a certains éléments du plan Trump qui ne font pas plaisir à Israël, c'est inévitable. On ne peut pas tout obtenir, on ne peut pas obtenir tout ce que l'on veut. C'est sûr que les États-Unis, aujourd'hui, l'administration Trump a une capacité de pression énorme sur Israël, mais Trump, je le rappelle, est très favorable à Israël. Il l'a rappelé lui-même. C'est le président le plus favorable à Israël qu'il a eu dans l'histoire. Et puis, il l'a prouvé avec l'opération militaire contre l'Iran. Donc, évidemment, il y a des choses dans le plan qui ne plaisent pas à Israël, c'est normal. Mais les choses sont coordonnées de façon globale entre le gouvernement israélien et l'administration américaine. Vous avez le sentiment qu'il y a des choses que l'on nous cache, un peu comme à l'époque d'Oslo, on avait caché les négociations entre Arafat et le gouvernement à l'époque, le gouvernement Rabin-Peres? Le plan Trump est un document public. La véritable question qui se pose, à mon avis, à ce stade, c'est l'influence future du Qatar et de la Turquie dans la bande de Gaza. Ça, c'était véritablement un problème. Et puis, la question de ce fameux État palestinien, est-ce que véritablement il y a un engagement de Donald Trump pour que de futurs pourparlers aboutissent à un État palestinien, oui ou non? Là-dessus, il faut clarifier les choses. Je pense que là-dessus, les choses ne sont pas claires. Est-ce que oui ou non, le gouvernement israélien s'est engagé à ce qu'au bout du compte soit établi un tel État, oui ou non? Et jusqu'à quel point le gouvernement israélien a-t-il accepté une future influence turque et qatari, c'est-à-dire des frères musulmans, dans la bande de Gaza? Là-dessus, je pense que le public israélien est en droit d'avoir des
des clarifications. Alors, avant de revenir à ce que vous dites par rapport au public israélien, vous avez le sentiment que l'on pourrait se retrouver dans un cas de figure qui ressemblerait à celui du Liban, c'est-à-dire Israël, il y a un accord de cessez-le-feu, mais Israël frappe le Liban, frappe le Hezbollah lorsqu'il en a besoin. C'est quelque chose qui peut être réaliste dans l'après-Gaza, dans l'après-guerre? C'est indispensable. Il n'est pas question, à mon sens, que Israël ait les mains liées après un retrait de la bande de Gaza. Ce serait de la folie. Il est évident que le Hamas ne va pas se désarmer par bonne volonté pour faire plaisir à Israël et aux États-Unis. Par conséquent, il est absolument indispensable qu'Israël continue d'avoir une liberté d'action contre le Hamas et autres djihadistes dans la bande de Gaza. C'est le cas au Liban, effectivement, comme vous l'avez rappelé. Il est absolument indispensable d'exiger que ce soit la même chose dans la bande de Gaza. Alors, vous parliez du public israélien. Est-ce que tout le monde parle ici en Israël? On est au mois d'octobre, dans 2 semaines, c'est la rentrée parlementaire. Tout le monde parle d'élections anticipées. Est-ce que finalement, d'une certaine manière, ce plan, après la libération des otages, si elle intervient, on l'espère tous, bien ce sera au cœur de la prochaine campagne électorale et ce sera, on va dire, le gage que Benjamin Netanyahou apportera pour essayer de se faire réélire? La vérité, c'est que je ne pense pas que cela soit important. Je pense que ce n'est pas le moment de parler d'élections, de parler de politique. Ce n'est tout simplement pas approprié. Nous sommes maintenant la veille du 7 octobre. 2 ans après cette tragédie, et je pense qu'il faut se focaliser, au lieu de parler de politique, il faut se focaliser sur la victoire, la libération de tous nos otages, la neutralisation du Hamas, et ensuite rebâtir l'avenir. Il va falloir maintenant rebâtir la position internationale d'Israël, qui évidemment a été très affectée par la guerre. Il va falloir également penser les plaies de la société israélienne. Franchement, nous n'avons pas besoin maintenant d'une campagne électorale qui de nouveau va nous diviser. Alors, il y aura des élections, évidemment, il faut des élections tous les 4 ans, mais nous n'avons pas besoin à ce stade, encore une fois, de division, de campagne électorale, d'incitation, etc. Il faut penser les plaies de la société israélienne, et puis ne pas oublier qu'avant le 7 octobre, il y avait eu ces déchirures terribles autour de la réforme judiciaire, et que les problèmes de fond, il faudra bien les traiter. On ne pourra pas éternellement repousser les problèmes. Il faudra traiter de la question, par exemple, du judiciaire. Quelle réforme voulons-nous? Il ne faudra pas revenir au 6 octobre. Donc, au lieu de parler de politique et d'élections, je pense qu'il est important d'abord de se focaliser sur la libération des otages, la victoire, et ensuite rebâtir le statut international d'Israël et penser les plaies de la société israélienne. Sur le plan diplomatique, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez que, on va dire, le plan Trump, le soutien d'Israël apporté au plan Trump et des pays arabes et même du monde occidental, ça, c'est la première brèche qui, on va dire, peut-être laisse présager d'un arrêt de l'isolement international de l'État d'Israël? Beaucoup dépendra de la politique d'Israël, c'est-à-dire que, évidemment, dès l'instant, si effectivement la guerre se termine, et s'il y a un plan à long terme sur la bande de Gaza, je pense que cela donnera effectivement l'opportunité à Israël de rétablir ses relations, en particulier avec les pays européens qui se sont beaucoup détériorées ces derniers mois. Quelle sera la position d'Israël? Je pense que là-dessus, il est important d'être proactif, de dire ce que nous voulons et pas seulement ce que nous ne voulons pas, et de défendre nos positions. Et là-dessus, évidemment, ça va être un des grands challenges de la diplomatie israélienne dans les prochains mois et dans les prochaines années, comme je l'ai dit, rebâtir en profondeur nos relations, en particulier avec l'Europe, qui ont été évidemment très affectées, et ne pas oublier que même avec les États-Unis, nous avons heureusement en ce moment une administration très favorable, mais ne pas oublier que il y a des élections aussi aux États-Unis, on ne peut pas négliger l'opinion publique américaine, là-dessus aussi il faut y travailler. Donc il y a un travail de fond à faire vis-à-vis de nos alliés, comme je l'ai dit, pour rebâtir la stature internationale d'Israël après la guerre. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à la veille de cette semaine qui s'avère être cruciale pour l'État d'Israël, pour les otages, bien entendu, et on espère tous des bonnes nouvelles pendant cette fête de Sukkot, de retour à la maison de tous les otages. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et Chag Sameach, à bientôt. Merci, à bientôt.